Bonjour, je m'appelle Maxime Balouza, je suis opticien. Pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé en magasin et géré mes points de vente sur la région lyonnaise. Durant mon activité, j'ai eu la chance de travailler avec pléthore de fournisseurs sans jamais comprendre comment ils travaillaient, quels étaient leurs quotidiens et ce qui se cachait derrière tous les produits que nous proposons à nos clients. Cette année, après avoir réalisé le Tour de France à la rencontre des opticiens et des rendez-vous en région avec mes collègues opticiens de l'année, j'ai décidé d'aller visiter les coulisses des fournisseurs, qu'ils soient verriers, fabricants de montures, prestataires de services, fabricants d'ameublement pour magasins, et de comprendre ce qui se cachait derrière les produits que nous avons dans nos points de vente. Je suis donc parti avec ma petite équipe, ma caméra et mes micros. J'ai fait le Tour de France une nouvelle fois et je suis très heureux aujourd'hui, sur une idée originale de Gilles Demetz, de présenter ce film qui, je l'espère, valorisera le travail de nos fournisseurs. Salut mon Max. Alors, tu m'as demandé en fait, de te rappeler un tout petit truc. L'année dernière au salon, juste avant le salon, tu avais fait un truc extraordinaire. Après le Tour de France vélo, toi tu as fait le Tour de France des opticiens. Et ça personne n'avait déjà fait. Personne. Et je trouve ça bien parce que ça donnait la parole aux opticiens, vraiment franco avec toi, avec un vrai dialogue, de savoir vraiment ce qu'ils pensaient de leur vie professionnelle, de l'avenir, parce que j'ai vu que tu posais des questions aussi bien sûr sur l'avenir. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, écoute Maxime, on s'est vu au salon, j'ai un truc que tu pourrais faire, c'est la même chose, mais pour les fournisseurs. Aujourd'hui les opticiens, et j'en suis un, ont du mal à imaginer comment leurs fournisseurs travaillent, où ils travaillent, de quelle façon. Et du coup, le tour que tu as fait, il va être top et il est génial. Et merci encore Maxime. Ça donne la parole aux fournisseurs et ça apprend aux opticiens comment travaillent leurs fournisseurs. Donc j'ai encore d'autres idées, mais je te le dirai un peu plus tard. Et puis surtout, je vous souhaite un très très bon visionnage de ce film et surtout vous allez découvrir plein de choses. Alors partagez, visionnez-le, regardez-le et puis à bientôt. Pour un visionnage facile et agréable, nous avons décidé de diviser ce film en 4 parties. Nous allons commencer par les verriers, suivi des fabricants de montures, suivi des services aux opticiens et enfin des équipements pour les magasins. C'est parti pour les verres. On y va. Donc, on revient au processus de production. Vous avez le semi qui est positionné Oui. et on va passer en fait dans la chaîne Allez. de fabrication. D'accord. Sans trop rentrer dans les détails, la première étape, ça va être une opération dite de filmage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le verre sur la face convexe, donc avant, est déjà été travaillé. Donc, il faut pouvoir le protéger de façon à éviter toute rayure. Okay. D'accord. Donc, c'est cette opération qui va se faire dans cette machine. Bon. Là, elle ne tourne pas, mais ceci dit, à la sortie de cette machine, vous allez avoir le film plastique qui est apposé dessus, d'accord, et qui va donc permettre, comme je vous l'ai dit, de protéger cette phase avant. L'opération suivante, c'était là, c'est l'opération dite de glantage. On filme que le devant, c'est ça? On filme que le devant. Et le derrière, ça craint rien. Absolument, donc ça craint rien, c'est ce qui va être travaillé. J'ai compris. D'accord. Alors pour vous expliquer rapidement, Ce que je fais, c'est que je regarde en fait là la bague que je dois choisir, donc parmi les bagues qui sont là. Ensuite, je la place là-dessus et je positionne le bouton donc là-dedans et je colle le verre et je coule du métal entre les deux. Vous coulez du métal Ouais. pour que ça tienne. Ouais, c'est ça. D'accord. ici, on va retrouver donc l'association verre, ordre de fabrication, tout ça c'est positionné sur des barquettes, d'accord. C'est ce qui va permettre en fait dans tout le process de fabrication d'identifier le verre par rapport à cette affiche de production. Ces barquettes vont passer successivement dans ces machines dites de surfaçage pour obtenir, comme je viens de vous le dire, des verres moins épais, d'accord, et qui ont déjà des caractéristiques optiques souhaitées. L'autre étape ici, c'est le polissage des verres qui viennent en fait d'être travaillés dans la phase de surfaçage
ont été donc on va dire un petit peu maltraités, et notamment vous avez sur la face arrière des verres des micro-rayures qu'il est nécessaire de gommer de façon à avoir une surface totalement transparente. Les verres, ils sortent en fait du surfaçage. L'opération qui se passe ici sur ces machines, c'est l'opération dite de gravage. Avec un système de laser, on va venir conférer sur la surface dans le verre des points caractéristiques qui vont permettre en fait aux opticiens de faire leur centrage, entre autres, et de pouvoir aussi donner une authentification, en tout cas une origine au verre, puisqu'on va venir graver la marque Mont-Royal avec les caractéristiques exactement de verre. Un premier contrôle, je dirais cosmétique, rapide pour voir si effectivement il n'y a pas eu des aberrations lors des précédentes étapes de fabrication. Et une étape qui peut paraître un petit peu surprenante, c'est que monsieur va en fait déglanter le verre. Souvenez-vous, il est toujours positionné avec cette pièce métallique, d'accord ? Donc il est nécessaire dans la suite en fait du process de fabrication d'enlever le film de protection, c'est ce que vient de faire le jeune homme, et de déglanter, de par cette opération, le verre, de façon à le séparer de cette pièce métallique. Pour tout ce qui est freeform, Ouais. qui est-ce qui programme ça? Ça se passe comment en fait Alors après, c'est les freeform, donc ici, ce sont des machines à commande numérique, d'accord, dans lesquelles on intègre pour chaque verre, bien évidemment, les caractéristiques optiques et les designs, d'accord, les différents types de progressifs. Donc en fonction du choix des opticiens, des algorithmes particuliers seront donc associés au bon de fabrication, les fameuses barquettes, de façon à pouvoir conférer, choisir le bon design, le bon modèle de verre, si je puis dire, et également les caractéristiques optiques souhaitées. Voilà. C'est une histoire de famille quand même, Mont-Royal, avec... Tout à fait. Qui a travaillé chez Mont-Royal chez toi? Ah, ma maman. Qui est d'ailleurs sur les enveloppes D'expédition, on la verra tout à l'heure. On est dans l'atelier expédition, donc après le contrôle, les verres vont arriver toujours véhiculés par les barquettes, ils vont être saisis dans ces machines et on va pouvoir leur adjoindre des pochettes de façon à pouvoir identifier l'origine des produits dans ces petites pochettes sur lesquelles est collé également toutes les informations nécessaires à l'opticien de façon à pouvoir identifier le verre. Pochettes de verre qui eux-mêmes vont être insérées d'une façon automatique dans les enveloppes d'expédition. En fin de compte, vous avez donc cette enveloppe d'expédition que vous pouvez voir ici, qui vont automatiquement être transférées dans ces bacs d'expédition en fonction de leur destination. La petite anecdote pour faire le parallèle avec Lucie, qu'on a vu tout à l'heure, voilà la maman de Lucie qui a travaillé chez Mont-Royal. Notre idée, c'était d'être 100% indépendant. Ok. On est des opticiens indépendants, on voulait avoir un verrier indépendant en France, on l'a créé nous-mêmes. Et comment on passe d'opticien à fabricant? Ça n'a strictement rien à voir. On devient fabricant de lunettes, créateur de lunettes, mais on a fait 2 ans de recherche sur le laboratoire, avec qui on allait travailler, comment on allait travailler, où. C'était un travail énorme. On aime travailler sur les machines, l'électricité, la mécanique, parce que là, il faut être multitâche. Bah oui, tu m'étonnes. Ici, on est dans la salle de surfaçage des verres. Donc ça, c'est vraiment le générateur. C'est cette machine qui est déterminante aussi pour la qualité du surfaçage. Et nous, on surface tout avec une pointe en diamant, ce qui permet vraiment d'avoir la finition et la précision la plus extrême sur Donc les verres. concrètement, un surfaçage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Il se passe quoi sur le verre concrètement? En gros, on a nos calculs d'un ordinateur pour définir la correction d'un verre qu'on nous a commandé. Et il y a un mapping qui est créé. Et ce mapping, il est envoyé au générateur qui recrée la surface du verre en face interne du verre. En fait, C'est du point par point. on taille un verre, grosso modo, dans la Point matière, par point, ouais. pour qu'il ait la bonne courbure, les bons trucs, etc. Exactement. D'accord, ok. C'est ce qui va nous donner après la correction finale, que ce soit un verre unifocal, progressif, Ok. bifocal. Ok. Du coup, là, comme on est au diamant, on a déjà un état de surface qui est hyper limpide déjà. Alors si là je le décolle et tout, c'est pas parfait. Mais il y a des générateurs qui ne sont pas capables déjà d'avoir cet état de surface-là aussi précis. Après, on passe au polissage. C'est vraiment la finition pour avoir la brillance la plus forte possible. Donc là, on est dans une salle blanche. On est tout le temps entre 21 et 22 degrés, stabilisé toute l'année. On est en surpression pour que toutes les poussières, elles partent. Voilà. C'est des précautions pour que ce soit nickel. Ça, c'est juste la phase d'attaque chimique et de nettoyage. Ah, ok. Il faut compter une bonne heure
pour traiter une paire de verres endurcis, sans qu'ils soient encore cuits. C'est pour ça que je dis que ça prend vraiment du temps chez nous. Nous, on est vraiment dans la technique la plus performante et qualitative en termes de durci. On est dans du dipping, donc on fait du trempage par extraction des verres. Et par extraction, on vient déposer une certaine quantité, une certaine épaisseur de vernis sur nos verres. Une fois que ça sort d'ici, ça passe dans nos fours, on vient charger tous nos verres sur des cloches comme celle-ci. Tous nos verres sont personnalisés, tout est précalibré. Une fois que la cloche elle est chargée, on vient l'insérer dans la machine d'anti-reflet qui, elle, va déposer les différentes couches. Là, on est avec Céline, et là, aujourd'hui, elle nous fait les teintes, colorisation sur mesure, tout est testé à la main. On a des verres type où on va se rapprocher de certaines teintes, pour des teintes classiques, on va dire. Et sinon, on fait 50% de nos verres, je dirais que c'est du sur-mesure, teinte au modèle, ou alors des demandes spécifiques où on a créé une couleur avec un client. Est-ce que la qualité que vous mettez en avant, qu'on a vraiment ressenti dans la visite, dans ce que vous faites au quotidien, est-ce que ça se paye cher pour l'opticien? Ça coûte pas forcément plus cher en fait. On arrive à être compétitif. Par contre, on a été chercher sur tous les axes du laboratoire, que ce soit sur le surfaçage, les algorithmes, la physique, la chimie, les traitements, les meilleures compétences partout. Bonjour, je m'appelle Alexandra Leonardi, je suis responsable de l'activité verres spéciaux. Je suis une opticienne optométriste qui travaille depuis plus de 20 ans chez Essilor. Jusqu'à maintenant, au SLab, on a repoussé les limites de l'optique ophtalmique. On a fait un verre de moins 108 que tu vois là, ici. Donc un verre de moins 108, c'est notre record en termes de puissance pour un porteur slovaque, M. Miskovic. Ça prend combien de temps de fabriquer un verre comme ça? On peut dire qu'il y a deux grandes gammes dans la gamme des verres spéciaux. Il y a la gamme prédéfinie où on s'est attaché avec le SLab à agrandir les gammes de fabrication et être capable d'annoncer un délai, un prix pour des verres de moins 40 à plus 30, avec des cylindres jusqu'à 12. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous notre gamme prédéfinie, où on est sûr qu'on va savoir le fabriquer avec l'épaisseur, le poids. Et puis après, on a une demande d'un verre moins 108. Là, effectivement, les experts se réunissent, vont étudier, vont prototyper, vont faire plusieurs essais pour essayer de trouver une solution, et ça va plutôt prendre entre 3 à 4 semaines pour essayer de trouver une solution. Partie verres spéciaux organiques, on est en U, c'est une cellule qui est en U. C'est-à-dire que là, on a le blocage, là-bas l'usinage, là-bas le polissage, et ici, on va revenir contrôle verres spéciaux. Ici, c'est le contrôle qui contrôle que des verres spéciaux. Il n'y a pas de verres normaux. Sur les verres spéciaux, en particulier, on voit ici, alors systématiquement, vous avez l'ordre de fabrication, c'est facile pour les reconnaître. Vous avez l'ordre de fabrication et ici, le fameux calcul CVS, qui est un calculateur qu'on a développé en interne ici depuis des années, qu'on a fait évoluer. Grâce à ce calculateur-là, il n'y a pas de données informatiques, vous voyez, tout est manuel. Donc la personne qui va être en prépa, elle va prendre le calcul, elle va regarder le résultat, elle va voir aussi, elle va tenir compte de la cible, et donc en fonction de ça, elle va faire des choix. C'est vraiment, chaque verre est unique, et donc il y aura des choix qui sont faits à toutes les étapes. Et ici, c'est le poste de prépa. Alors, le poste de prépa, c'est simple, hein. On voit plusieurs bloqueurs. Les bloqueurs sont très anciens. Pourquoi? Parce que leur capacité est bien plus grande que les récents. C'est-à-dire que l'Y57 que vous voyez là peut bloquer jusqu'à des prismes de 25. Et après, on peut aller encore plus loin en polymérisation, en polymérisant les prismes. Ça sert à bloquer, c'est à fixer, à mettre un moyen de préhension au verre pour l'usiner. On voit ici, on a mis un métal fusible qui va permettre la préhension du verre et fixer une prémolette, et que ça puisse rentrer dans les machines d'usinage. Par contre, ici, on fixe deux paramètres. On fixe le prisme et l'axe du cylindre. Donc l'axe du cylindre, il est là, fixé à la molette là, et le prisme, il est là, avec cette molette micrométrique là, qu'on tourne. Ça, c'est pour le prisme, et ici, on va fixer l'axe du cylindre. Au niveau de ce poste-là, tout est fait en manuel. Il n'y a pas de données, vous voyez, il n'y a pas de données informatiques, il n'y a rien, il n'y a pas d'assistance. Alors, une fois le blocage et le moyen de préhension fait, on passe ici à l'usinage. Alors, l'usinage, l'utilité, c'est de mettre à la courbe, en fait. En réaliser la courbe de la face nécessaire. Par exemple, quand je vous dis de la face nécessaire, c'est que quand je vous expliquais tout à l'heure qu'on pouvait partir d'une dalle, ça veut dire que quand on réalise le premier côté et le deuxième côté, ça passe là aussi. C'est-à-dire qu'on va usiner. Lorsque c'est une dalle, le premier côté, elle va faire le tour, on va la polir, et lorsqu'elle revient, c'est le deuxième côté qu'on va usiner. Et là, pareil, il n'y a pas d'assistance informatique. Là, ce que vous voyez là, les personnes vont venir utiliser les outils là, ils vont mesurer constamment. Alors là, il y a un trou, c'est fait exprès, parce qu'en fait, ici, il y a une donnée pour vous qui ne donne pas, mais il faut savoir qu'avec cette donnée-là, ça leur permet de déduire le haut du convexe.
le haut de la face. Vous voyez? En fonction de la cote là, ça leur permet de calculer la donnée. Ils savent où se trouve le haut du verre. Et ils savent à partir de là, ils vont calculer quelle épaisseur ils vont mettre sur le verre pour réaliser la commande du client. Donc là, Linda mesure ses verres, elle va mettre les données. Alors là, vous voyez qu'il y a différentes machines d'usinage. Pourquoi? Encore une fois, parce que les capacités des machines sont différentes. En fonction des capacités machines, elle va choisir telle ou telle machine. En fonction du verre qu'ils ont en face. C'est un savoir-faire incroyable en fait. La personne qui est au contrôle, les verres qui sont terminés, elle va les envoyer plus loin. Donc ici, elle va les mettre en plateau pour le traitement ou en panier pour la coloration. Et les verres qui sont, par exemple, pour faire un deuxième tour, comme les verres à facettes, elle va les redonner, elle va contrôler la première face et elle va les redonner de l'autre côté, en prépa à nouveau. Alors 100% des verres spéciaux sont contrôlés ici et ils sont enregistrés sur ce système-là. Ta petite question, les frontaux, il faut un fronteau particulier pour vérifier ces verres spéciaux ou alors tous les frontaux sont capables de le faire? Non, en fait, on a des frontaux particuliers. Alors on a ces frontaux-là qui ont une plage étendue. Mais si on n'arrive pas à mesurer, on va mesurer des rayons avec le radioscope. Je suis fière, avec le SLAB, on repousse les limites de l'optique ophtalmique. Un exemple, ici vous avez un triple foyer, et là vous avez un double foyer qui ont été faits par polymérisation. Donc vous pouvez prendre le verre, vous allez voir, le segment est collé sur la face interne. Ouais. Et là vous avez trois visions différentes. Donc là ils ont fait toute la préparation et le repérage du verre, donc ils savent exactement où ils vont le scier pour assembler les deux faces. C'est-à-dire que ces 4 verres-là vont faire 2 verres au final. À chaque fin de partie, je me permettrai de vous livrer mon avis sur mes ressentis qui ont suivi les visites des usines et je finirai par une conclusion générale avec des choses dont je m'attendais absolument pas. Concernant les verres, on le sait, nous avons un choix énorme de verriers. Je dois admettre que j'ai été particulièrement impressionné par la quantité d'étapes qu'il y avait pour fabriquer un verre. On n'imagine absolument pas que lorsqu'on clique sur le bouton « Envoyer la commande », du simple fait de récupérer le bon de commande jusqu'au moment où la personne va mettre le verre dans l'enveloppe pour vous l'envoyer, j'ai trouvé des gens passionnés, méticuleux, qui ont une profonde envie de bien faire pour vous envoyer le produit parfait. J'ai été étonné par les colorations. C'est vraiment un travail d'orfèvre avec des bains, avec du temps passé pour avoir la bonne coloration par exemple. Et j'ai été particulièrement touché par l'investissement des personnes qui travaillent dans ces usines. Je tiens à dire bravo à vous et merci pour votre engagement. Et je vous propose de passer à la partie monture. Nous sommes sur le parking de Décor A7. C'est ici que se fabriquent la plupart des montures made in France et je vous emmène voir les coulisses de la fabrication. Come on! Là, on a un exemple de plaquage. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, je sais pas combien de fois pour arriver à 8 mm. Voilà, c'est un multicouche. Ça permet, lorsqu'on fait un biseau, d'avoir une matière avec un travail un petit peu comme le bois et ses nervures qui sont mis en évidence. Donc là, par exemple, on a collé une sérigraphie. Voilà, sur une base rouge. Ça, on appelle ça le top. Et ça, on appelle ça la base. Ça permet, par exemple, pour le fabricant de lunettes, de faire un dégradé. Donc, il pourra très bien enlever la partie en bas pour avoir la partie du haut en sérigraphie et la partie du bas en base. Alors là, c'est la partie découpe. Donc, les plaques qu'on fabrique, on peut les découper. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la CFAO, conception et fabrication assistée par ordinateur. Donc ça, c'est la marqueterie. On a collé 3 pièces différentes. Ça, c'est pour faire une face de lunette qui va être asymétrique. À la fin, ça va donner une autre, comme ça. Elle est fabriquée avec 2 molécules qui existent dans la nature, qui sont la poudre de cellulose du bois, autrefois le coton, maintenant le bois, et l'acide acétique. L'acide acétique, c'est le vinaigre d'alcool blanc. C'est un peu comme de la fibre de papier, mais il n'y a pas de fibre. Donc là, vous avez l'exemple de la matière première de base en big bag. Ça, c'est un big bag de flake d'1 tonne. Et vous allez voir ce qu'on en fait là-bas. Alors, on est dans l'économie circulaire, l'upcycling, le recyclage. On récupère les déchets d'acétate. Ça, c'est ce qu'on appelle des jetons de lunettes, c'est les yeux de lunettes. Ça, c'est les contours de face. Et puis, il y a également les squelettes de branches. Donc tout ça, on va le recycler. On va trier les matières, le cristal, le brunal, le blanc, le toute couleur. Et ces matières-là, on va les concasser. On va en refaire de nouvelles couleurs. Donc là, on passe de 50 à 200 degrés. Et il y a les vis qui tournent là. La matière, elle arrive dans une filière avec la poudre
on fait ça. Donc là, on a la phase de remplissage, éjection. Là, on met du granulé. Et à la fin, il sort une plaque comme ça. La deuxième étape, c'est la vibration. La troisième étape, c'est étuve 1, étuve 2, étuve 3. 50, 100, 150 degrés. Ensuite, on a la thermocompression, le refroidissement. Et on arrive à la septième étape qui est chargement-déchargement. Combien de personnes chez Morel Sur le site de Morbier, on est à peu près 90. Ok. Ça fait combien d'années que ça existe? Depuis 1880. Énorme. Est-ce que c'est une des plus vieilles maisons encore active? On est une des plus anciennes, ouais, et surtout toujours dans les mains de la famille Morel. Donc on est totalement indépendant. Ici, on arrive à la mécanique. Et en fait, la mécanique, on ne fabrique pas des lunettes ici, on fabrique des outillages pour faire des lunettes. Ouais, donc ça va nous servir pour la fabrication. Donc ici, en fait, on va découper la matière, c'est du décorassette qu'on va recevoir. Après, on va le couper. On va remettre un collage par friction pour faire les plaquettes. On va usiner en 5 axes la fax. Après, l'incrustation des charnières. Le ménisquage. On injecte des capuchons en prévision du polissage. Donc là, on va polir les phases dans les tonneaux. Et après, ça c'est le polissage manuel. Ça c'est une phase qu'on va externaliser chez nos partenaires à Morée. Autrement, tout est fait en interne. Donc après, on a coupé les molaires. Les verres de plantation, le montage des branches, topographie, rhabillage et conditionnement. Et après, ce qu'on fait, c'est que le rebut, on envoie tout le rebut chez Décorassette. Et t'en fais quoi de l'acétate recyclé après? Eh bien, on retravaille sur les produits et on va refaire des produits en acétate recyclé, en petits granules. Sur une plaque d'acétate, combien de déchets que tu peux recycler en pourcentage? Quand tu fabriques une lunette, tu as 80% de rebut sur la face. Donc nous, on va le recycler. Et on a la chance d'avoir Décorassette à côté. Donc, Vous qui travaillez dans la lunette, qui êtes investi là-dedans, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux opticiens qui vous regardent? Vendée, mais c'est aussi le savoir-faire français. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes MOF 2004. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est le savoir-faire français dans différents métiers. Moi, c'était dans le métier de la lunetterie, métier de précision. Bienvenue chez Netlux, on est ravis de vous accueillir dans la manufacture qui est implantée à Nancy. Le système est bien informatisé, donc on va flasher l'ordre de fabrication et ça va appeler le texte à graver automatiquement et ça va être gravé au laser en une fraction de seconde. Donc là on va montrer par exemple, on va graver Balouza. Là on l'a fait en accéléré mais c'est déjà bien. Énorme, voilà. On peut tout graver. Dis donc, en quelques minutes, j'ai créé une collection Balouza. Ensuite, on a un studio photo où on va prendre en photo chaque monture qui a été faite par le client et ça va alimenter une photothèque. Comme ça, dans le logiciel, en fait, le client peut se projeter parce que non seulement il peut l'essayer virtuellement, mais également il a une vraie photo d'un exemple de monture et de combinaison qui a été réalisé. Ici, on va encore flasher l'ordre de fabrication et on va éditer avec une petite carte en PVC, on va éditer le certificat d'authenticité qui montre l'unicité de la monture et chaque monture est affectée d'un code barre et donc ça va lui conférer la traçabilité absolue. L'ultime contrôle qualité, donc on va poser la monture ici. La monture va apparaître dans le logiciel, on appuie sur un bouton et ça nous fait 2 prises de vue pour montrer la conformité parfaite de la monture. On a à la fois le rhabillage avec l'ouverture des branches et également des vues croisées pour avoir le texte à l'intérieur et comme ça on a une optimisation de la traçabilité. Bon, c'est vrai que vu ma tête large et mes petits écarts pupillaires, c'est pas toujours simple de choisir une paire de lunettes. Aujourd'hui, je suis chez Netlux parce qu'ils vous proposent de fabriquer des montures entièrement personnalisées pour vos clients. Ça se fait tout ici, en France évidemment, à Nancy. J'espère que ça va montrer un petit peu le savoir-faire français et d'autant plus des lunettes personnalisées pour les clients. Et merci parce que tu nous mets en avant les fournisseurs
Et tu avais une question tout à l'heure, ça peut aussi valoriser le métier en lui-même et ce que tu es en train de faire, c'est très très bien. Merci à toi. On va à la rencontre de Inbo, un fabricant de montures en bois. On va voir un petit peu comment ça se passe. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais vendu et surtout je ne sais pas comment ça fonctionne. Allez, on y va, suivez-moi. Alors juste pour vous expliquer, donc la matière qu'on travaille, nous c'est du plaquage. Ouais. C'est pas du bois massif. Ouais. Donc ça c'est notre stock de bois. Et donc en gros c'est des planches qui vont être passées sur une machine à jambon géante. Pour faire un peu le principe. Ok. Et on vient trancher des feuilles. Donc tu vois, une feuille ça fait un demi-millimètre d'épaisseur. Ok. C'est quoi comme bois? Alors on va travailler principalement avec des essences européennes. On utilise de l'érable, du chêne, du hêtre. Après les bois de couleur c'est souvent du tulipier. C'est un peu le cœur de gamme. D'accord. Et le chêne, on va le travailler à différents niveaux de torréfaction. Là, c'est la pièce où on va stocker le bois. Donc là, tu as vu quand on préparait les feuilles. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une feuille de bois, elle peut avoir deux sens de fibre. Là, on voit bien qu'on a la fibre qui est dans ce sens-là. On va bien deviner les fibres. Et on va aussi réaliser des feuilles qui vont avoir la fibre orientée perpendiculairement. Ok. En fait, l'intérêt, c'est que le bois, il est fragile. Tu vois, tu l'as entendu craquer. Ouais. Dans le sens de la fibre, il peut se séparer. Oui. Par contre, dans l'autre sens, il est plutôt résistant. D'accord. Donc, si tu fais ton collage en croisant les fibres de bois, tu obtiens quelque chose qui est beaucoup plus résistant. D'accord. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle un tripli. Donc là, c'est déjà 3 feuilles de bois qui sont collées ensemble. Un à côté de l'autre. Voilà. Et là, tu as quelque chose qui est beaucoup plus résistant, beaucoup plus facile à travailler. Donc ça va entre les deux. Voilà. En fait, la lunette, la face, c'est 9 feuilles collées les unes aux autres. Ah, mais c'est du bois quand même. C'est 100% de bois. Ouais. Donc, en alternant à chaque fois. Donc, 9, tu tombes sur un nombre impair. Parce que tu veux que la couche extérieure elle matche la couche intérieure. Oui. Et pour les branches, c'est un contreplaqué qui s'affine. Donc tu pars de 7 et tu t'affines à 5. D'accord. Pour expliquer le principe du contreplaqué, donc quand tu vas prendre des feuilles de bois ensemble et que tu vas les coller et que tu les mets dans un moule en forme et que la colle est sèche, ça va garder cette forme-là. Okay. Là, on vient coller des feuilles de bois ensemble. Ça nous fait comme ça une tuile dans laquelle on va pouvoir tailler nos branches de lunettes. Là, ici, celles-ci, elles ont été découpées. Et donc ça, c'est ce qui permet d'avoir une branche qui soit galbée, quoi. On est face à une sorte de dilemme dans la tête de l'opticien, c'est que pour lui une monture qui ne se règle pas, c'est pas une bonne monture, une monture qui ne tiendra pas. Ça fait 10 ans qu'on fait des lunettes en bois, on bosse avec plus de 1000 opticiens, et tous les gens qui portent des lunettes en bois, le truc qu'ils disent c'est waouh, qu'est-ce que c'est confortable, ça tombe pas, parce que cette pression temporale, elle verrouille vachement bien la lunette, sans que ce soit inconfortable. Là où le fait de rhabiller la monture, ça peut glisser et mettre en acétate sec. Cette forme que vous avez vue là, mais qui a été collée, donc quand ça sort de la presse, il y a les appuis-nez, et c'est cambré. Et là-dedans, on va pouvoir découper n'importe quelle forme. Donc là, la première étape, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va découper les yeux. Donc il fait, comme on vient de voir, la découpe au niveau des yeux. Une fois qu'il aura fait toute la découpe au niveau de tous les yeux, il passera sur le pantographe et il fera la découpe extérieure. Ensuite, là, ta lunette, on va faire le drageoir. Et cette lunette-là, elle va passer après au ponçage. Que tu vois, il y a de la fibre. Et là, on va passer au ponçage. Ça va se faire avec des papiers très très fins. Donc là, c'est tout fait à la main, quoi. Voilà, t'es obligé de le faire à la main. Donc là, on va déjà la découpe sur ces machines. On va aussi faire la gravure pour les faces et pour les branches. Et après, ça va être verni. Ce qui est intéressant, c'est le rayonnement. Déjà d'un, tu vois, c'est la visibilité. Parce que plus tu vas expliquer aux gens comment tu fonctionnes. Après, nous, voilà, on est transparent. C'est-à-dire que tu viens, tu filmes, tu vois l'atelier, je t'explique honnêtement c'est appréciable. Ce qu'on fait. Et après, c'est aux gens de se faire leur avis. Nous sommes bien arrivés à Oyonnax, où nous allons à la rencontre de Max et Ludo, de la société Roussil, évidemment, qui vont nous faire visiter un petit peu les coulisses. Et je pense qu'on va apprendre plein de choses. Suivez-moi. Donc là, on est dans le stock de matière. Donc nous sommes livrés, nous, 2 à 3 fois par semaine par Mazzucchelli. Les plaques, elles sont toujours stockées à plat parce que c'est une matière vivante et qui travaille. Donc on apporte le plus grand soin parce que plus la plaque est plane, plus c'est facile à travailler, plus c'est facile à raboter. Vous allez voir les diverses étapes à suivre. Là-bas, vous voyez une extension. Aujourd'hui, les déchets, on les amène chez notre ami Décoracet dont on a parlé tout à l'heure, qui lui a la capacité à broyer ces déchets et les réutiliser. Des plaques qui sont très standards en écaille de chez Mazzucchelli. Donc vous voyez que les états de surface sont beaux, mais ne sont pas suffisants pour commencer à découper ce qu'on appelle des labos, c'est-à-dire des petits morceaux
qui vont nous permettre d'usiner les faces. Donc cette plaque-là, elle va passer au rabotage. Donc là, vous voyez que ça reste une étape manuelle qui prend du temps. On ne peut pas en faire 12 à la minute, c'est pas possible. Une fois que la monture a pris sa forme, elle est refroidie dans de l'eau. Voilà pour l'étape de courbage. Donc là, les tonneaux de polissage, c'est des tonneaux qui tournent toute la semaine. Nous avons chez nous quelqu'un qui vient le dimanche, puisqu'il y a des temps pour chaque monture. En fonction, si on veut lui donner plus d'arrondis, plus d'angles, moins d'angles, il y a des temps et pour ça, il faut respecter ces temps. Donc là, on n'a encore pas trouvé mieux pour stocker les lunettes. C'est ce qu'il y a de plus efficace, de rationnel, de pratique. Qu'est-ce qu'un bon fournisseur? Pour moi, un bon fournisseur, c'est quelqu'un globalement qui va répondre aux tendances de la mode à travers ce qu'il va proposer en produit. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable d'accompagner l'opticien dans sa démarche citoyenne pour ce qui nous concerne et de faire gagner de l'argent à son opticien. Ça, c'est une condition sine qua non d'un partenariat équitable. Et moi, j'y mets beaucoup la notion de service. Comment on peut valoriser ton travail et le travail de tes équipes? Ça passe à travers des actions comme ça et je te remercie, surtout des actions comme la tienne, parce que tout ça, nous sommes dans l'information. Aujourd'hui, tout le monde fait des belles lunettes. La seule possibilité, c'est de véhiculer l'image de la fabrication à travers des reportages et de faire en sorte que les gens comprennent ce pourquoi on travaille au quotidien, quoi. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Première partie chez nous, on va faire ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire que les designers vont dessiner une monture plus ou moins esthétique, ils n'ont pas la garantie que ça leur aille bien au visage. Thierry est un artiste, il va entièrement réaliser à la main une paire de lunettes. Donc tout ce que vous voyez dans cette usine, il est capable de le faire tout seul. Il va plier, tordre, souder, fraiser, déformer. Il va fabriquer une monture unique à la main. La partie outillage, on va usiner avec des commandes numériques, des empreintes dans l'espace pour supporter toutes nos pièces détachées. Ouais. Ensuite, on va faire des sphères inclinées sur des outils pour positionner toutes ces pièces dans l'espace. Quelquefois, on imprime des pièces en stéréo pour les étudier à l'échelle 3. Et puis ça, c'est la pièce réelle à l'échelle 1. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on travaille sur du miniature et on doit faire des points de soudure à des endroits très très proches les uns des autres. Il nous arrive de faire des traitements thermiques. Donc ça, on utilise des fours avec des protections d'oxydation à l'azote. Donc là, on va remplir cette cuve d'azote, on a un couvert comme une marmite. On place les pièces à l'intérieur, on va chauffer à 400 degrés pendant 3 heures et on va remonter à 308 kHz de dureté. Donc il y a multiculture dans notre métier de fabrication parce qu'on fait du soudage, du fraisage, du pliage, il y a beaucoup de métiers. C'est assez proche de l'horlogerie. Des opérations de visserie, assemblage. Pendant les phases d'opération de soudage, on va assembler, faire un puzzle qui va se construire au coup par coup. Donc Fabienne va s'occuper de construire les faces. Ensuite, Cathy va s'occuper de construire les montures brutes. Et là, on arrive à un produit qui commence à être un produit fini avec un pont, 2 porte-plaquettes, un drageoir, des tenons. Ça aussi, c'est une fierté. Tous les composants, l'armature est faite dans le Jura, la mouille, la branche est faite dans le Jura, le tenon est fait dans le Jura, le serre-cercle est fait dans le Jura. Le cercle vient d'Allemagne parce qu'on n'a pas de fabricant de drageoir en France. Dans la majeure partie, on trouve tous ces composants-là en Europe et à 84% dans le Jura. Donc ça aussi, c'est des vraies lunettes comme ça se faisait avant. Et c'est une volonté d'Handivolf de fabriquer très localement. Nous sommes bien arrivés dans le Jura où on va vous montrer comment on peint des montures en métal. Je crois que c'est à peu près ça l'idée. En fait, la monture était entièrement peinte en orange. On va venir poser une papillote, papier aluminium pour venir protéger. Et on va repeindre tout le reste de la lunette dans une autre couleur. Et puis après, on va venir retirer la papillote pour avoir deux coloris sur la pièce. Ouais, 150, 155, ça dépend. Donc là, on peut empiler des couches de vernis. D'accord. Là, la première couche était un vernis bleu pétrole, qu'on a cuit. Okay. La deuxième couche, ce vernis curry, là, qui est seulement pré-cuit, parti en relief, on va venir faire un essuyage, de manière à retomber sur la première couleur. Vous indiquez le type de traitement qu'il faut faire en fonction de la fiche technique. Voilà. Traitement dorure par électrolyse, ce qu'on fait. C'est une succession de bains, de parties de dégraissage, de dépôt. Voilà. Donc là, c'est quoi comme type de traitement que vous avez mis dessus? Du nickel. D'accord. Et c'est une sous-couche, je pense. C'est une sous-couche. Oui. Là, on va rincer. On rince. Au bain d'eau. C'est juste un rinçage. Monsieur, la partie rinçage est importante pour ne pas polluer les bains, pour que les lunettes soient bien propres, qu'il n'y a pas de taches.
Donc là, c'est à peu près 20 secondes pour dorer les lunettes, c'est ça? C'est du flash, ok. Ah ouais. Énorme. Et là, on repart sur du rinçage. Voilà. Donc vous avez 42 ans dans la lunetterie. Comment vous êtes tombé là-dedans? Depuis l'âge de 17 ans. Il y avait vous plein d'entreprises de lunettes, donc voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux opticiens qui vous regardent? Commandez Made in France, Made in Jura. Déjà pour le client, même s'il paye un peu plus cher, il achète la qualité. On dit toujours le pas cher est toujours trop cher. Bonne retraite, profitez bien et merci pour ce que vous avez fait pour la lunette. Merci. Merci. Comment on peut partir d'une marque et à la limite arriver à en faire une lunette qui est totalement inspirée du design des marques ou des codes de la marque, qui correspondent à la cible de la marque. Donc c'est un domaine très spécifique en lunetterie, c'est des marques, ce qu'on appelle, qui sont des marques sous licence en lunetterie. On essaie de comprendre leur code de marque et en faire des collections qui permettent aux opticiens de raconter des storytelling des marques et pas simplement de vendre des lunettes, mais des lunettes qui ont toute une histoire derrière et qui correspondent à des marques. D'accord. Dans cette salle, on est équipé pour prendre en photo toutes nos nouveautés produits. Donc on a un caisson lumineux, on peut ajuster la luminosité et c'est relié à mon ordinateur. Par exemple, je vais pouvoir photographier la monture de face, de 3/4, de profil, pour les réseaux sociaux, pour les catalogues, le site internet et les envois aux opticiens aussi. Donc voilà, on fait vraiment tout en interne. Dès qu'on a des nouveautés, ça part en shooting. L'ADN de cette boîte, c'est qu'on était pratiquement une des seules entreprises sur Iona à toujours avoir un service qu'on appelle, nous, c'est un service à l'opticien. Nous, c'est pas une logistique, c'est servir des gens ici en permanence. Dans un magasin d'optique, il y a entre 800 et 1000 lunettes. Quand un magasin est bien géré, parfois ça peut être même moins. Et pour ce service-là, nous, en permanence ici, on a 80 000 pièces pour pouvoir livrer des opticiens tous les jours sur plus de 1500 références et plus de 6 marques. On remercie l'opticien de sa fidélité. Et c'est pas un mot, ça veut dire qu'on partage, on grandit ensemble. Si nous, on ne grandit pas, l'opticien ne va pas nous reconnaître. Et si l'opticien derrière aussi ne grandit pas, eh ben, il aura du mal à développer son magasin. Donc je pense que tout le monde doit se faire la courte échelle. La cohésion dans notre profession, ça peut quand même être amélioré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut laisser tomber un peu les postures. Et je pense que regarder l'avenir, c'est aussi travailler différemment, accepter de mieux partager avec les autres. On est concurrents, mais surtout on est confrères. Venez faire les manufactures tours, venez nous visiter. On est des fournisseurs de proximité, on est proche de chez vous. Il faut absolument qu'on grandisse ensemble. Il n'y a jamais de fin, il faut toujours continuer. On continue? On continue. Merci beaucoup. Retour dans le Jura, berceau de la lunetterie, où on a rendez-vous avec Julbo, qui va nous expliquer comment, dans un village aussi paumé, on peut faire des lunettes aussi jolies. Venez avec moi. Le pôle produit, c'est là que sont dessinées les lunettes avec des designers qui sont par là. Toutes les lunettes, elles sont dessinées là, lunettes casque de vélo. Là, on part d'une matière. Ça, c'est ce qu'on va fondre. Ça, c'est la matière première. Pour injecter. Ouais. Donc là, il y a un moule qui a été fait. Il y a un moule qui a été fait. Il y a un point d'injection qui est ici. Okay. Et après, la matière va se répartir à l'intérieur du moule des deux côtés de façon uniforme. L'étape d'après, il y a quelqu'un manuellement qui va venir couper cette partie, faire ça proprement. Et l'étape d'après, c'est la peinture. Okay. Ici, on a toute une zone de stockage pour tout ce qui est plus volumineux. Les casques, tout ce qui est PLV, présentoir. Donc c'est énorme. Donc après, les racks ils vont bouger en fonction de ce que les gens ont besoin. Énorme. Pour optimiser l'espace. Mais ça fait un sacré stock, quoi. Ouais, et puis surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'avant, on faisait des lunettes, des masques de ski, des casques de ski un peu. Maintenant, il y a les casques de vélo. Donc du coup, ça prend un peu une place qui est monstrueuse, quoi. Énorme. Il y a certaines entreprises qui font sous-traiter tout ça. Parce que ça demande de l'espace, ça demande de la main-d'œuvre, et puis de la gestion de stock. Qui filme un peu. Cherche la merde chez les gens. France 2, ils n'ont pas du match comme ça. C'est rapide, hein. C'est quand même un iPhone 14 Pro Max. Donc là, c'est le labo. Là, vous faites tous les verres RX pour le monde. Ouais, c'est tout fabriqué ici. On part du palais. Semi-fini. Semi-fini. Sur lequel nous, on va travailler uniquement sur la face interne du verre. On va donner la puissance en face arrière. Ici, on va retrouver toute notre gamme RX. Tous les verres, on les retrouve là, base 6, base 8. Et en fonction du choix qu'aura fait le client avec son opticien. Il faut combien de temps pour fabriquer un verre à peu près? Si tu prends de bout en bout, il faut 1 heure, je pense. Et l'étape d'après, c'est effectivement le polissage. À chaque fois, les machines, elles vont recontrôler
cette péniche, où elle doit aller, ce qu'on doit lui faire dessus. Donc là, elle va directement sur la polisseuse qui est ici. Là, ça va s'ouvrir ici. On attrape les verres. On va en mettre un autre. On voit que là, il n'est pas transparent. On va venir chercher les tampons de polissage en fonction des rayons de courbure du verre. On va avoir des duretés, des finitions qui vont être différentes. Ils sont nettoyés ensuite dans le bac en haut. L'investissement d'une machine, c'est 250 000 €. C'est des investissements que Dubo n'avait pas l'habitude de faire, contrairement à un moule. Voilà, pour une monture, c'est 10 fois moins cher. Nous, on a la particularité de maîtriser le produit de A à Z. C'était passionnant, on a été très bien accueillis ici dans le Jura. Il faisait beau, c'est ouvert, c'est très sympa. Ils sont bien équipés, ils sont organisés, ils sont très accueillants, on vous encourage à le faire. Maintenant, direction l'Italie, pour voir ce qui se passe chez nos voisins juste à côté de la frontière. J'étais parti pour vous faire, vous le savez, un road trip uniquement chez les fabricants français. Et tout bien réfléchi, je me suis dit, mais à quelques centaines de kilomètres, parfois même moins loin en Italie, depuis chez moi que dans des régions françaises, il y avait aussi des collaborateurs qui s'engageaient pour vous livrer des produits de qualité. J'ai voulu le vérifier de mes propres yeux et je suis donc parti dans l'usine de Rigaud, à Venise, pour voir comment ça se passait. C'est des outils vraiment simples. Utiliser la lime pour travailler. Sur une phase de prototype. Donc c'est fait à la main. C'est la machine qu'on va voir qui a coupé le front. Mais le front n'est pas parfait selon le dessin. Donc il faut travailler à la lime. Travail à la main. Hein. Et la qualité, le niveau est exceptionnel. Bien petit. La salle des couleurs. On a des centaines de couleurs. Il suffit de voir, d'ouvrir un tiroir. Là, on avait les couleurs des saisons précédentes. On avait 2022-23 et là, on bouge. 25-26. It's an inspiration for next season. Vous êtes fiers de travailler ici? Ah oui. Et les gens sont fiers de travailler là? Oui, je pense. Oui, je pense. Pourquoi? Parce que c'est une ambiance familiale, parce qu'on a tout le temps la sensation d'être groupe, donc de travailler l'un l'autre, de s'aider. C'est comme une grande famille en fait. Oui, c'était une idée un peu ancienne, la famille. Là, normalement, c'est quelque chose de plus moderne, mais quand même, il y a des racines très importantes de la société qui n'ont pas changé. Ça, c'est, à mon avis, la caractéristique de Derigo. So this is what we receive from the supplier, okay? And then we have the machine that works on the external shape, okay? The different area of the screw, but also you can see the profile. Voici les montures Police, donc fabriquées ici en Italie, qui vont être sur le marché à partir du mois de septembre.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser le travail de tes équipes? De ceux qui travaillent à l'usine, de ceux qui travaillent sur le terrain, de toi? On peut faire quelque chose pour t'aider à valoriser ce travail? Tous les opticiens qui ont mes équipes au téléphone, continuez à valoriser ce qu'elles font parce que c'est une équipe qui le fait vraiment avec beaucoup de cœur. Continuez à leur apporter aussi vos messages de remerciement parce que la reconnaissance d'une équipe, elle se passe aussi. Il n'y a pas que la direction qui doit dire merci à ses équipes, c'est faites-leur passer le message aussi à Oyonnax ou sur le terrain, c'est dire merci d'être là, merci d'être passé ou merci de m'avoir rendu un moment de service lorsque j'étais en difficulté. T'es fier d'eux? Ouais, très fier. Cool. Ouais, très fier. Vous l'aurez compris par ces quelques images, mon point de vue est très simple. Le combat n'est pas d'opposer la France et les autres pays. La qualité, l'envie de bien faire et l'innovation n'ont pas de frontières. Bravo à l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans les usines de fabrication de montures du monde entier pour proposer un panel de montures aussi important. Aujourd'hui, on peut dire l'opticien a le choix de travailler avec les produits qu'il souhaite. Quand on voit les halls du Silmo remplis de créateurs, de fabricants, de licences, on peut se dire merci à toutes celles et ceux qui innovent au quotidien, qui travaillent avec leurs mains, avec leur cerveau, pour vous proposer des produits de qualité et toujours plus novateurs. Bravo à eux, je pense qu'il est temps de ne plus opposer la qualité française à la qualité italienne. L'heure est au choix pour les opticiens et on a quand même une chance inouïe d'avoir un panel de montures aussi qualitatif et aussi important dans notre métier. Et maintenant, je vous propose de parler des services. Aujourd'hui, je suis à côté de Montpellier où on va voir la société Homemade qui a inventé visiblement un concept qui devrait vous plaire. Suivez-moi, on va voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors je vous propose qu'on teste la solution sur ma paire de lunettes. On va simuler une casse de face. J'arrive chez mon opticien, j'ai plus de lunettes, j'y vois plus rien. On va voir ce que ça peut donner sur la réparation. C'est parti. Donc là on a la solution qui se présente comme ça. On peut imprimer des faces, des branches ou des objets. Donc par exemple on va lancer l'impression d'une face. Donc on clique ici sur face, on arrive dans une nouvelle page qui nous invite à amener le fichier OMA. Et là, après, en quelques secondes, le logiciel va créer en 3D une monture qui a les exactes répliques de forme de ta lunette. Voilà, en 3D, comme ça. Donc là, après, alors, il suffit donc de valider. D'accord. Voilà, et là, le fichier 3D va être transformé en un fichier qui est compréhensible pour l'imprimante 3D. Et après, donc on a la lunette comme ça. Qui s'affiche et il y a juste à cliquer ici sur imprimer. On nous indique de vérifier si l'imprimante est bien disponible et après on lance l'impression. Et voilà. 10 minutes, dépanné. Isabelle, on est où ici? Est-ce que tu peux me recontextualiser, s'il te plaît? Tu as atterri chez IES Institut, qui est un organisme de formation dédié aux opticiens et tout récemment aux audios aussi. On a à peu près 15 années d'expérience, uniquement dans la formation continue pour les opticiens et aujourd'hui on commence les audios. Ça veut dire quoi, IES? Institut des études spécialisées. Qu'est-ce que tu fais concrètement ici derrière ce bureau au quotidien? Aujourd'hui, moi je suis la responsable commerciale, je travaille avec toute mon équipe de conseillers commerciaux, d'assistantes administratives et de ma responsable financière pour conseiller les opticiens sur leurs besoins en termes de formation transversale, mais aussi les conseiller et les orienter sur leur formation obligatoire dans le cadre du développement professionnel continu, le DPC. Aujourd'hui, comment tu qualifies de ton spectre à toi la relation avec les opticiens? Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que les opticiens comprennent ton métier? C'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que la formation c'est un petit peu le parent pauvre, c'est pas notre appel qui va égayer leur journée, donc c'est vrai qu'en plus ils sont un petit peu harcelés au téléphone par rapport au CPF, les fournisseurs, les commerciaux, etc. La première prise de contact est toujours un petit peu difficile. Quand on arrive à communiquer avec eux et analyser leurs besoins, ça se passe beaucoup mieux. Ils sont assez ouverts. C'est vrai qu'une fois qu'ils ont fait la formation, après ils ont un petit peu de mal à s'en passer. Tu peux nous donner un chiffre là-dessus? On a environ 96%
de satisfaction et un taux de renouvellement qui est de 7 sur 10. Aujourd'hui, il faut savoir que le marché de l'optique, et surtout au niveau de tout ce qui est matériel, ou même la santé, c'est en continuelle modernisation. Donc aujourd'hui, l'opticien se retrouve face à des nouveaux outils, des nouvelles pratiques. Donc forcément, ces pratiques vont forcément lui demander d'avoir de nouvelles connaissances pour avoir après de nouvelles compétences et justement asseoir ses compétences. Donc il faut se former en permanence. Il faut se former en permanence. Pour toi, c'est quoi un bon opticien? C'est un opticien qui est compétent, qui est au service de sa patientèle ou de sa clientèle, ouvert d'esprit, qui suit les évolutions et qui est au service vraiment de sa clientèle ou de sa patientèle. Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, le service, c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'accompagnement. Là, on fait le road trip édition fournisseur. Oui. C'est quoi un bon fournisseur? Un bon fournisseur, c'est quelqu'un qui accompagne ses clients du début à la fin, dans les moments simples comme dans les moments compliqués, qui est toujours en train d'aller un pas d'avant pour essayer de lui proposer justement des produits qui vont lui servir et l'aider à grandir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser le travail de tes équipes? C'est que les opticiens accordent vraiment une réelle place à tout ce que les formateurs, le bureau peuvent leur proposer justement en termes d'accompagnement. Que la formation soit vraiment prise comme un vecteur de croissance et non pas comme quelque chose que l'on doit traîner. Donc tu es fier de ça et tu as envie que ça se sache? Oui, tout à fait. Ok, on va suivre Hélène sur voilà. sa présentation. Parfait, merci. On va où, Hélène? On va à Montauban chez Agnès Commissaire. Et c'est une formation de quoi que tu vas faire aujourd'hui? De réfraction. Ok, on y va? On y va? Allez. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est important pour vous de vous former? Ça fait partie de notre métier, nous sommes professionnels de santé, le marché est en pleine mutation, il faut s'adapter, il faut être en concordance avec nos prescripteurs, avec nos fournisseurs et on se doit de donner le meilleur à nos clients. Si tu avais un message à adresser à tes clients? Merci de nous avoir fait confiance. Un message à tes prospects, ceux qui ne travaillent pas encore avec toi? Essayez, c'est l'adopter. Si tu devais faire passer un message aux opticiens, là, tu leur dirais quoi? Appelez-nous, on va vous aider. Alors on est où ici? On est chez Civio. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait chez Civio? On développe une solution qui permet d'automatiser l'examen de vue et qui permet de le réaliser comme le ferait un expert, dans un temps très court, entre 5 et 10 minutes. Okay. Et avec un rapport complet. Vous militez pour que la santé soit bien faite dans les magasins de... Oui. Quand tu discutes avec les prescripteurs, parce qu'en l'occurrence, il faut aussi échanger avec les prescripteurs, ils te disent on préfère avoir des opticiens qui a un outil où la réfraction est bien faite, qu'un opticien qui sache soi-disant faire la réfraction et qui ne maîtrise pas du tout la réfraction. Dans tous les cas, c'est bon pour tout le monde. Et vous allez dans ce sens-là? Oui. L'opticien reste au cœur de l'expertise. C'est pas l'IA qui remplace l'expert. Le temps moyen en magasin d'examen de vue, c'est 20 minutes. À date, on a un peu plus de 200 000 examens de vue. On est sur un temps moyen à 8 minutes. Eh oui, ça fait gagner du temps. Tu auras toujours la même fiabilité de l'examen sur un temps identique. Si tu veux commencer à optimiser ton parcours client, parce qu'en l'occurrence, sur un parcours client d'opticien, entre l'accueil, le choix de la monture, le choix du verre, la partie administrative, quand tu as l'examen de vue que tu dois faire derrière, c'est quand même un temps qui n'est pas anodin. Et quand tu es capable de le réduire et d'être toujours sur le même temps, là, tu peux vraiment créer un vrai parcours client qui est totalement uniformisé systématiquement. On va voir si ça fonctionne. On vient sélectionner en fait le type d'examen que l'on souhaite faire, avec des plafonds d'acuité qui sont spécifiques. Et on est parti. Donc Maxime, quel est ton dernier rendez-vous chez l'ophtalmologie? Vous êtes de quand? Plus de 2 ans, moins de 2 ans? Plus de 2 ans. Donc on met un petit warning qui dit qu'on peut quand même lui faire un examen de vue, mais que c'est pas bien. Tu portes une correction visuelle? Oui. La réponse est oui. Est-ce que tu as déjà été opéré des yeux? Non. Tu souffres de pathologie oculaire? Non. Tu n'as pas un traitement type collier? Non. Donc on a une liste exhaustive de toutes les pathologies oculaires qui apparaissent ici. Est-ce qu'il t'arrive de voir flou avec tes lunettes? De Non. loin, de près? Non. Pas de maux de tête associé? Si. Maux de tête. Et là, on arrive, donc par rapport à ce qui s'est dit dans l'histoire de cas, là, il nous recommande en fait de passer sur un plafond d'acuité 12/10. On arrive ici sur cet écran de démarrage, où là, en fait, tu as plusieurs options. Tu peux faire une mesure d'autoref, qui va transférer. Tu peux faire également une mesure au niveau du fronton. Avec les lunettes actuelles. Voilà. Et là, tu vois, ça a transféré automatiquement les valeurs. Voilà. Donc en fait, ça a transféré la moyenne de la ref. Ça a ramené la kératométrie en astigmatisme cornéen. Okay. En fait, l'algo va corréler l'astigmatisme total avec l'astigmatisme cornéen. Okay. Dans ses réponses, tu peux faire des propositions. Ouais, c'est bien. Allez Maxime, on va commencer l'examen par ton œil droit. D'accord? Tu seras amené à voir flou, c'est normal. Tu gardes bien les deux yeux ouverts pendant tout l'examen, même si un des deux yeux est caché. Et tout au long de l'examen, on va te proposer de choisir entre position 1, position 2 ou séparé. Allez. T'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Une fois que l'examen est terminé, tu as tout un tas d'onglets qui te permettent de reprendre tout ce qui s'est dit pendant l'histoire de cas. Excellent. Et après, tu as toute ton analyse de la vision binoculaire. Une fois que tu as la partie, on va dire, mesure, l'algo, en fait, va faire une analyse textuelle de ce qui s'est passé pendant l'examen. Et après, on peut envoyer un test aux ophtalmos ou pas? Tu as deux types de rapports que tu peux éditer. Tu vas avoir le rapport qu'on appelle nous experts, donc qui va se générer automatiquement
en PDF, où tu as tous les éléments de ta consultation. Trop bien. Et après, dans le cadre d'un renouvellement, tu peux faire ce qu'on appelle le rapport simplifié, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les opticiens n'envoyaient très peu de courriers. Du coup, on a généré un courrier automatique. Mais génial. De renouvellement avec adaptation. Tu peux mettre ton logo, tu peux mettre le logo du magasin. Et souvent, en fait, ça revient boîte sécurisée ou pas. Ce que nous, on a fait en interne, c'est qu'on a développé notre API qui permet de prendre ces données et de les mettre quelque part. Maintenant, il faut que, de l'autre côté, les éditeurs de logiciels puissent nous ouvrir un peu leur logiciel pour pouvoir transmettre ces données-là. Et je dirais que c'est un peu le sujet un peu compliqué aujourd'hui, mais que ce soit à côté opticien ou que ce soit à côté ophtalmo. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se mettre autour de la table avec un éditeur de logiciel et de dire écoute, ça serait quand même vachement intéressant pour l'opticien de récupérer ces données-là. Qu'est-ce que tu dirais à vos prospects? Faites-nous confiance. Ce qui fait qu'on met parfois plus de temps à faire un déploiement, c'est qu'on est encore dans de la résistance au changement parce qu'on apporte une innovation qui est perturbante parce que ça n'existait pas et que ça vient changer une certaine approche. Donc ça vient optimiser le travail. On est là pour mettre en valeur le travail de l'expert. Je vous assure, on a développé un super produit. On est des optos convaincus. On n'aurait jamais fait ça à la One Again. Et donc, faites-nous confiance. Ce qu'on vous amène, c'est du béton. Bonjour Max. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte? Nous sommes dans nos bureaux de chez Iremia Santé, à Rieux-la-Pape. Notre métier à nous, c'est de simplifier la vie des professions de santé, au premier lieu desquelles les opticiens, et de faciliter toute la gestion de leur back-office, donc tout ce qui est un petit peu contraignant et qui mange un petit peu du temps de manière complètement non productive, c'est-à-dire loin du client, donc loin du chiffre d'affaires. Nous sommes là pour aider les opticiens dans leur quotidien. On va gérer en premier lieu desquels le tiers payant, qui est notre spécialité initiale, et puis au-delà de la gestion du tiers payant, nous avons développé tout un tas d'offres pour les assister dans leur quotidien. Donc on a élargi notre offre de gestion du tiers payant à la gestion du back-office. Un opticien qui vient te voir, tu es capable de lui faire une sorte d'audit, d'estimation, comment ça marche? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'opticien vient nous voir ou qu'on le sollicite, on va commencer par un pré-audit dans lequel on va passer 1 heure avec lui pour déterminer la manière dont il fonctionne, le logiciel qu'il utilise, quel est l'état de son tiers payant, quel est l'état de ses encours. Et en fonction de ça, du logiciel qui est utilisé, de l'état de sa facturation, on va lui proposer un forfait desquels on ne sortira pas, qui lui permet d'avoir une visibilité sur le moyen long terme de ce que va lui coûter notre prestation. Et tous les mois, ou toutes les 2 semaines s'il le désire, on a une population spécifique chez nous, qu'on appelle nous les gestionnaires de la relation client, qui vont rentrer en contact avec lui et lui réexpliquer tout ce qui a été fait chez lui sur sa facturation. Donc lui dire combien de factures on a traitées, combien de factures étaient bloquées, ce qu'on est allé récupérer en termes d'argent. Donc tous les mois, il est capable de faire le lien entre ce qu'on va chercher et ce que coûte notre prestation. Est-ce qu'il existe une période d'essai? C'est-à-dire, est-ce que je peux essayer? C'est même mieux que ça. Il n'y a pas d'engagement en fait sur nos forfaits. On a pris le parti, quand on a racheté la boîte il y a 4 ans, d'enlever toute cette partie dénonciation des contrats à 1 an qui bloquait les clients. Et moi, ma façon de fonctionner, si on doit garder le client, on doit être bon. Voilà. Donc si on est bon, il n'y a aucune raison que le client s'en aille. Le gestionnaire de la relation client avec son client est capable de lui démontrer la valeur ajoutée de notre prestation. Il restera. Toutes nos offres sont forfaitisées pour avoir une visibilité sur ce que ça coûte toute l'année, donc c'est sans surprise, et 2, sans emprisonnement, c'est-à-dire que vous partez quand vous voulez. Qu'est-ce qu'un bon fournisseur? Fiable, lisible et avec lequel on n'est pas maqué de manière forcée. Quand on est bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut gérer des relations long terme avec ses clients ou avec ses fournisseurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la cohésion dans l'optique? Le travail sur des projets communs. Vous avez tous dans l'optique les mêmes problématiques, qu'on soit un petit ou un gros magasin, on a les mêmes problématiques de RH, comment je forme mes gens, voilà. Et on pourrait imaginer des travaux communs à destination des opticiens qui seraient moteurs et volontaires sur ces sujets-là. Et in fine, quand tu travailles de manière commune sur des projets avec un but très précis, qui reste un but métier pour le coup, y a forcément une cohésion qui se crée, parce que les gens se rendent compte que finalement le mec qui est en face, qu'on prenait pour un enfoiré, il a la même problématique que nous, et que en fait c'est pas un enfoiré, c'est juste qu'il gère son business pendant que nous on gère le nôtre, et qu'un client c'est un client, c'est le premier qui l'attrape qui va gagner. Donc, mais en tout cas, on a gagné à se connaître. Exactement. Ça, c'est la clé peut-être. Gagner à se connaître et partager des choses et se rendre compte qu'on partage des objectifs communs et qu'en fait, attirer chacun dans son coin, on tire vers le bas l'ensemble de la profession. On sent de la passion en fait, dans ce que vous faites. Et je pense que ça, c'est hyper rassurant pour un opticien d'entendre ça. Parce que quand tu as 30 000 € dehors et que tu n'as pas le temps de t'en occuper, parce que c'est soit le client, soit ton tiers payant. Moi, je suis rentré là, ça m'inspire la sérénité. Je me dis, il y a des mecs qui sont à fond, quoi. C'est quoi qui te rend le plus fier, en fait, quand tu fais ton métier? Tu te dis, ça, je l'ai bien fait, franchement, c'est trop bien. Et ça permet justement de rentrer de l'argent pour les professions de santé. Et donc, on est là pour ça. On te sent vraiment dévoué à ça. Ouais. Et ça fait quand même de nombreuses années que je travaille pour ça. Mais c'est fort d'entendre ça parce que t'es dévoué
dévoué à ce que l'opticien puisse évoluer en fait finalement. Exactement. Ok, bah merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. À bientôt. Pour finir, face caméra, est-ce que tu aurais un message à faire passer à tes clients? À mes clients, écoutez, on va continuer de faire le métier aussi proprement que l'on le fait aujourd'hui. Tout est mis en place en termes de développement interne, que ce soit dans nos ressources internes, en termes de formation ou de technique dans le développement de notre logiciel pour vous aider de plus en plus, de façon de plus en plus automatisée, de façon de plus en plus efficace. Et puis on va rester nous, des gens honnêtes et des gens qui font le boulot. À tes prospects, rejoignez-nous vite. Nous sommes à Lima sur notre plateforme de gestion. Notre métier, c'est la gestion externalisée du tiers payant. Donc TPA, c'est 25 ans d'existence. Et depuis 25 ans, on accompagne les professionnels de santé dans cette gestion de tiers payants. On intervient chez les opticiens, donc à distance. Ouais. Donc on va prendre la main sur un des postes du magasin et on va gérer tout ce qui est anomalie liée au tiers payant. On va finalement se substituer à la personne qui gère le tiers payant en interne pour soulager l'opticien de cette charge administrative qui devient de plus en plus complexe. C'est notre logiciel où voilà, donc on a notre planning à la semaine. Tel jour vous travaillez pour tel client. C'est ça, voilà, tout à fait. Exactement. Donc à droite, Lucas se connecte chez l'opticien. D'accord. Et à gauche, on va se connecter sur les sites des organismes payeurs pour vérifier l'état de la facture. Et en fonction de ce qu'on va retrouver sur les sites, il y aura une procédure qui sera appliquée par rapport à la relance. Donc, comme Lucas le disait, dans ce cas-là, il y aura un mail qui partira à l'organisme si le règlement n'a pas été fait alors que toutes les pièces ont bien été envoyées en temps et en heure, bien scannées. Sur notre applicatif, à chaque fois qu'on intervient chez le client, tout est référencé. C'est ce que à chaque fois qu'on traite une facture, il y a tout l'historique. Ça veut dire que le client, quand il se connecte, il peut regarder ce que vous avez fait. C'est une traçabilité complète. Si c'est pas réglé, de dire bah, j'ai relancé là, j'ai relancé à tel endroit, j'ai relancé à tel endroit et c'est toujours pas payé. C'est une fiche de suivi par dossier. Là, par exemple, j'imagine qu'en mai 2023, vous avez pris le marché, non? Et après, ça, du coup, ça a fait baisser l'emploi. C'est quoi la courbe rouge? C'est l'objectif qu'on se fixe, qui représente 30% du chiffre d'affaires tiers payant. Il faut qu'on soit en dessous de 30%. Ça aidera les opticiens peut-être à prendre conscience qu'ils sont bons dans un domaine et qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et moi, je peux qu'encourager les opticiens à se dire, prenez 2 secondes de recul, dites-vous, pendant que je fais ça, ça me prend. Déjà, ça vous prend 1 heure. Peut-être que nous, ça nous prend 3 heures, parce que c'est pas notre métier. Oui. Est-ce qu'il vaut pas mieux déléguer les parties que tu sais pas faire? Mais ça, c'est pas que le tiers payant. Oui, ça peut être le ménage, ça peut être le nettourage des verres, justement, etc. Peut-être que l'optimisation, c'est un frein qu'on peut s'enlever en disant, alors déjà, je recrute pas, mais au moins je m'occupe plus de ça, je m'occupe de ça, je peux peut-être m'occuper de mes clients. T'as tout compris. Salut Maxime, déjà merci d'être là au camping l'Hippocampe. Franchement, c'est un grand plaisir. C'est rigolo parce que c'est la première fois qu'un invité vient à moi. Donc du coup, j'apprécie. En plus, dans une ambiance un petit peu estivale, c'est sympa. J'ai préparé quelques questions. Est-ce que tu es prêt à y répondre? Moi, je suis chaud bouillant. Ouais, on y va. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter? Moi, je suis opticien maintenant depuis 25 ans. Diplômé de 99. J'ai ouvert mon premier magasin indépendant en 2000, puis un autre en 2001, puis un autre en 2003. Puis il y a maintenant 1 an et demi, j'ai fait le choix de continuer mon activité d'optique en ne conservant qu'un seul magasin et en créant l'Iléou, qui est une activité de télé-expertise et qui m'a permis de découvrir un autre monde, une autre activité et de m'épanouir professionnellement. La problématique de la carence en ophtalmologie dans certains secteurs, je la connais par cœur parce que je l'ai vécu et parce que d'autres opticiens l'ont vécu et me l'ont raconté. Il y a 3 ans de ça, j'ai commencé à regarder les projets qui existaient, les sociétés qui s'étaient montées et je me suis aperçu que ça avait du sens de permettre à l'opticien de donner ce service à ses clients, c'est-à-dire l'accès à une ordonnance dans un délai raisonnable, mais aussi très rapidement, je me suis aperçu qu'il pouvait y avoir un certain nombre de dérives et que les services qui étaient proposés à ce moment-là n'était pas parfaitement encadré. Et donc, c'est un peu comme tous les entrepreneurs, un jour on en rêve, un matin on se réveille et puis on le fait. J'étais certain que pour réussir, il fallait qu'on ait un pied chez l'opticien, mais un pied chez les ophtalmologistes, de manière à maîtriser les besoins, le savoir-faire, l'expérience et à éviter un certain nombre d'écueils. La solution, elle a 15 mois aujourd'hui. Au bout de 8 mois, on était devenu le leader du marché. Aujourd'hui, on a 550 opticiens qui sont partenaires de l'Iléou. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est présent sur tout le territoire et particulièrement, et c'est vraiment très intéressant, dans les dom-toms. Moi, je fais toutes les formations clients parce que j'aime bien voir le pouls du client et je me déplace voir les clients. La première question que je leur pose à chaque fois, c'est comment on peut améliorer notre logiciel.
Et notre logiciel évolue tous les mois. Quand j'ai des tout petits magasins qui font 150, 200 000 euros, qui sont sur des zones perdues, rurales, où il n'y a pas d'ophtalmologiste, qui au début arrivent, ils me disent j'ai entendu parler de votre solution, je pense que ça peut être intéressant pour moi. Je leur dis pas de sujet, je vous le mets un mois à disposition, vous le testez et dans un mois on en reparle, vous n'avez aucun engagement. Pour des clients qui ont un besoin et qui n'arrivent pas à trouver une ordonnance, je leur propose un service. Je pense à la mamie qui habite en Normandie où j'étais il n'y a pas longtemps, qui peut pas se déplacer, qui n'a pas d'ophtalmo à côté et qui du coup se retrouve à pouvoir son ordonnance tout de suite, à avoir un service tout de suite, à faire ses lunettes immédiatement. Ouais, moi, c'est ça qui m'excite dans le métier que je fais. L'ILEU est adossé sur la compétence de l'opticien. C'est-à-dire que c'est l'opticien qui fait l'examen de vue. C'est l'opticien qui prend du temps avec son client pour répondre au questionnaire. Et du coup, il se crée un lien particulier, on se confie, l'opticien montre qu'il est capable de faire un examen de vue, qu'il a des compétences. Et puis, parfois, c'est l'inverse. L'opticien, il n'a pas toutes les compétences et il m'appelle et il me dit « Moi, votre service, il me plaît, je vais me former ». C'est génial. C'est-à-dire qu'on participe à ça. Ça tire vers le haut. Les opticiens s'en servent de la bonne manière. Et nous, on est hyper vigilants à ça. C'est-à-dire qu'un opticien qui fraude chez nous, il est résilié le jour même sans motif. On a un logiciel d'analyse de la fraude très efficace qui a une douzaine de points. Généralement, quand un opticien est fraude, il a les 12 points qui sont rouges. On a fait des ordonnances sécurisées avec une trame de fond pour éviter les copier-coller, etc. Combien ça coûte? Pour un opticien, ça coûte 289 € par mois. C'est un abonnement. Et à chaque fois qu'il fait une demande d'analyse d'un dossier, c'est 18 € supplémentaires. À savoir que maintenant, on est présent dans 4 des 5 plus grosses centrales d'achat et qu'il y a des prix négociés pour les centrales d'achat. On travaille avec tout le monde. Alors, tout le monde peut m'appeler. À la base, on avait surtout de l'indépendant. Aujourd'hui, c'est 50-50. Pour toi, c'est quoi un bon fournisseur? C'est un fournisseur qui est réactif. C'est celui qui te ment pas. Le mot de la fin, Jean-Valère? Merci de m'avoir invité d'abord. Merci, en plus, j'aime bien l'idée d'être venu le faire dans un camping. On est en plein été, c'est super sympa. Ça me rappelle toute mon enfance avec mes parents. On était 6 enfants, 3 enfants en accueil chez nous, donc on était 9 à la maison. Et comme il fallait y aller à l'économie, on avait des tentes, on partait tous les étés au camping et c'est mes plus beaux souvenirs. Donc merci de me refaire vivre ça. Grâce à ce Tour de France, j'ai pu découvrir un panel énorme de services qui sont disponibles pour les opticiens. D'une formation continue indispensable à la gestion du tiers payant chronophage et qui nous éloigne toujours plus du métier pour lequel nous avons fait des études. Je pense qu'il est essentiel de travailler avec des vrais professionnels pour développer ces services et aider toujours plus l'opticien, à la star de C-View qui développe une solution exceptionnelle pour assister les opticiens dans l'examen de vue. Je pense qu'il est grand temps de s'intéresser à ces métiers de service qui sont des vrais leviers de croissance pour les magasins d'aujourd'hui et de demain et qui nous rapprocheront toujours plus de notre objectif, être des bons professionnels de santé. Et on termine par une partie essentielle, les équipements pour les magasins. Ici, on est où? On est à Sorgues, dans le 84, à côté d'Avignon. Là, c'est ici qu'on produit donc les plans en fait, pour les magasins d'optique. Tout commence de là, en fait, pour un projet. Voilà, exactement. Donc, tout commence du commercial? Ça commence d'abord par le commercial qui prend les cotes et qui ensuite envoie donc, les cotes au bureau d'études qui va ouvrir en fait, le dossier et commencer à dessiner le projet. Est-ce qu'on peut faire un magasin d'optique sans se déplacer dedans avec des plans, des plans, des photos? Ouais. Souvent ça se passe comme ça maintenant? Oui, souvent ça se passe comme ça. D'accord. Il y a le commercial qui va aller sur place. Dans tous les cas? Oui, pour faire une prise de cote, histoire que ça soit sûr. Okay. Et ensuite c'est modélisé et tout peut se passer à distance. Ok, vous avez des commerciaux dans toute la France? Oui. Donc là on est au sein du dépôt. On reçoit en fait les commandes de tous nos projets. Tout le bois, tout le métal qu'on a commandé, dessiné, qu'on va stocker. On a toujours aussi des pièces de rechange ici. Voilà, et en fait, c'est réexpédié directement chez le client. D'accord. Donc là, on est dans le bureau concept optique avec la partie négoce et les dessinatrices et le responsable technique qui nous suit, qui était donc Pascal Beaujoin, donc l'ancien dirigeant de Concept Optique. Ici, au quotidien, en fait, on reçoit des coups de fil, des demandes via le site internet ou par mail. C'est Julien qui va les traiter pour toute la partie négoce, donc
petites pièces, partie SAV. Et ensuite, on a Laurie et Adeline qui ont leur projet en cours d'agencement de magasins d'optique. Elles suivent leur projet ou elles en dessinent des nouveaux. Comment tu vois le marché de l'optique dans 10 ans? Bon, c'est un marché déjà qui a subi de grosses transformations ces 10 dernières années. Je pense que ça va encore évoluer. On va essayer de répondre à davantage de projets. On fait déjà des visites virtuelles, donc je pense que le côté virtuel va être très présent tous les 10-15 prochaines années. Nous, sous 10 ans, je pense qu'on aura encore un plus gros rayonnement aussi national. Dans l'optique, on parle souvent de cohésion. Les opticiens ne se parlent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la cohésion de notre métier? Chez Concept Optique, donc, nous avons un showroom, donc c'est très récent. Donc maintenant, nous allons faire aussi des portes ouvertes, ce qui va permettre de rencontrer nos futurs clients et nos clients. Rien ne vaut le contact humain, je pense. Si tu avais un message à faire passer à tes prospects, ceux qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont pas encore fait travailler? Faites appel à nous pour un projet. Vous aurez une 3D, une visite virtuelle. Vous ne serez pas déçus par nos propositions. C'est plutôt tendance. On répond en temps et en heure. Et le budget est souvent bien maîtrisé. Voilà. Donc on a tout à gagner à venir vous rencontrer. Je pense, oui. Le mot de la fin? Ravi d'avoir participé en tout cas au Tour de France des fournisseurs. Je trouve ça très important d'être référencé sur cette vidéo. Je pense que c'est assez prescripteur et que les opticiens ont besoin en fait de rencontrer tous les fournisseurs présents sur le territoire. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Bienvenue à Saint-Cana, chez Masquelier. C'est ici que nous préparons et nous expédions toutes les péniches chez tous nos clients en France et un peu en Europe également. Tout est centralisé ici avec le commerce dans les bureaux à côté, la logistique dans un entrepôt. Ici, vous avez à peu près tous les produits qu'on a en catalogue, c'est-à-dire de la péniche, du pénichier, de la péniche... Tu vends du pénichier? Oui, je vends du pénichier, de la péniche logotée pour nos différents clients, des plateaux de présentation en bois, toute une collection de péniches en bois. On a aussi des assises, des chaises, des tabourets pour les différents magasins. Là, vous avez des chaises qu'on vient de sortir, qui sont des chaises en plastique recyclé, qui sont les Boy qu'on vient de mettre au catalogue. Donc là, on est dans la partie logistique, on va voir le départ de la palette. Dans l'entrepôt logistique avec toute la préparation à la commande, à la demande, où on traite du monocolie et de la palette selon les différents types d'expéditions et de commandes. Ici, vous avez un stock assez important parce que notre marque de fabrique, finalement, c'est de pouvoir livrer nos clients en 24-48 heures, ce qu'on arrive à faire à l'heure actuelle sur à peu près 90% de nos commandes. Ok, donc concrètement, Cyril, je commande 24 péniches aujourd'hui, vous les avant avez 15 heures. Donc entrepôt. Ici, entrepôt de stockage, où on a tous nos produits à dispo, classés par couleur, par typologie de produit, avec du picking puisque tout est préparé à la main ici. Petite spécificité, ce qu'on a appelé les box-up pour les écoles. C'est un peu une démarche RSE qu'on a voulu implémenter, c'est-à-dire que certaines de nos produits en début de chaîne n'avaient pas des bons coloris, donc partaient au rebut. Ce qu'on en a fait, c'est qu'on les a récupérés, on les donne aux écoles pour que les élèves puissent en profiter. Ça aide la filière, c'est notre manière un peu de notre petit coup de pouce. Avant, c'était pas fait, les écoles payaient leurs péniches. Maintenant, en France, on essaie de développer ça pour que chaque école puisse bénéficier de péniches s'ils en ont besoin, en payant juste le port pour d'ici à l'école. Pour quelqu'un qui n'était pas dans l'optique, tu as une affection particulière maintenant pour ce marché? Moi, j'aime bien le marché de l'optique. On a la chance chez Masquelier de travailler autant avec les enseignes qu'avec les indépendants. On a un chiffre d'affaires qui est à peu près de 50-50. On essaie d'avoir un service client le plus efficient possible. En fait, nous, ce qui compte, c'est qu'on sait qu'on a des produits de bonne qualité, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas à l'heure actuelle. Moi, ce que j'ai voulu mettre un peu en avant, c'est cette capacité, si vous voulez, à vraiment rendre service aux clients, à ce qu'ils soient contents des produits et de la rapidité de service, de la réactivité. Ici, vous avez la partie maintenant, les pénichiers, qu'on propose pour tous les types de péniches que nous avons, que ce soit de la péniche standard, de la péniche double hauteur. On a des produits hybrides où on peut mettre des plateaux et des péniches à côté. Ils sont préparés à la demande dans des cartons qui sont designés. Il faut savoir que chez Masquelier, on n'a quasiment pas de retour de marchandises qui sont abîmées quand elles sont reçues. Selon toi, c'est quoi un bon opticien? Un bon opticien, c'est quelqu'un qui va réussir à donner à son client ce dont il a besoin, c'est-à-dire pouvoir voir. L'opticien, il a une qualité, c'est de pouvoir servir son client, de pouvoir le conseiller. Un bon fournisseur. Réactivité, bon produit, bon prix. Bon prix pour qui? Pour les deux acteurs, pour le vendeur et l'acheteur. Chez Masquelier, par exemple, ce prix,
Il s'accompagne de toute la qualité de service qu'on peut apporter, tout le SAV qu'on peut apporter, toute l'écoute client qu'on peut avoir, le dynamisme qu'on y met, la qualité des transports et des livraisons. C'est un tout en fait. C'est important que les gens sachent ce qu'on fait. Ça nous met un peu en avant, ça fait jamais de mal. On espère retrouver le maximum de personnes aussi de nous. On vous prépare des belles surprises. Merci pour ta confiance. Nous sommes bien arrivés en Normandie chez la société Visionix, où ici, il n'y a aucun secret pour toutes les machines que vous avez en magasin. Les palpeurs, les meuleuses, les téléophtalmologies. On va découvrir un petit peu les coulisses de la fabrication. Venez avec moi. Donc ici, on est au début du process opérationnel. On a des prévisions de vente. On met les prévisions de vente dans un système qui est notre ERP. Donc ces données vont nous générer des besoins. Aujourd'hui, il y a 75% des fournitures, des pièces sur machine qui sont français. Donc on a Origine France Garantie. En production, il y a environ 30 personnes. Donc que l'assemblage manuel et on travaille par système d'îlot. Un nouveau produit qu'on met en place, c'est une caméra rétinienne qui sert à prendre les fonds d'œil. Le but donc, de cette caméra rétinienne, c'est de mesurer l'endroit gauche et puis donc ça permet aux médecins de détecter s'il y a des maladies et des choses comme ça. Ici on est dans l'îlot, donc qu'on appelle nous les remote traceurs. Donc c'est ce qui va permettre de tracer la forme de la monture pour transmettre les données à la meuleuse. Donc là on est sur le bloqueur. Ouais. Donc la fonction de bloqueur, vous connaissez, c'est pour bloquer le verre. Ouais. Et donc on retrouve notre fameux scan qu'on a vu à côté. C'est le même principe, hein. On va faire des embases, on va faire tous les sous-ensembles. Donc c'est une équipe de 3 personnes qui travaillent en permanence ici, dans cette salle-là. Et donc après, on arrive donc à cette machine-là. L'opérateur que l'on a vu tout à l'heure, donc il a fait son réglage, après il a mis les capots, il a mis sa feuille qualité, il a mis les accessoires. Et la machine, donc elle est disponible, elle est mise en prête à partir. Donc là, on arrive dans la fabrication des meuleuses. La meuleuse, elle est en 3 parties. Ouais. Vous avez une embase, un bâti, un chariot. C'est ni plus ni moins qu'une machine 3 axes. Okay. Donc ça, c'est ce qui va permettre de serrer le verre entre les 2 axes. Et après, ça va descendre sur les meules. C'est l'axe, la pièce serrage verre. Après, il va y avoir un moteur pour l'entraînement, tout ça. Mais là, en fin de compte, ça va être tout un ensemble. Et si vous voulez, éventuellement, je peux vous en faire voir un qui est terminé. Et après, vous allez le retrouver dans cette partie-là, ce qu'on appelle le chariot. Donc là, pour revenir au process, donc on voit qu'on a préparé les sous-ensembles, de l'électrovanne à l'unité de mesure qui est le palpage. Donc c'est ça qui va servir à mesurer l'épaisseur du verre, la forme et tout, etc. Jusqu'au chariot qui va permettre de bloquer et de faire tourner le verre, jusqu'au bâti dans lequel on va mettre les trains de meule et on va évacuer l'eau. Et donc l'assemblage d'une meuleuse commence donc ici. L'assembleur monteur donc il va aller chercher un petit chariot, il va prendre son embase et puis donc il va aller chercher les sous-ensembles. Et là il y a à peu près 3h30 de travail. Ici on vient faire en fait tout ce qui est la finition de la machine. Donc on vient faire tous les réglages. On va venir apprendre la machine et tout ce qui est taille de verre, etc. C'est-à-dire qu'il faut que l'opticien, quand il va meuler un verre de 50, il soit bien à 50 en fait. C'est tous les derniers réglages avant la mise en vente de la machine. Je remercie Maxime d'avoir passé du temps avec nous. Je dirais aussi à tous ceux qui nous écoutent de découvrir Visionix, qui est donc l'innovation qui permet justement de libérer tout votre potentiel et votre talent. Bonjour Jordan, bonjour Damien. Maxime. Topcon et Tessan se sont rapprochés dans un objectif d'avoir un développement commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet et le pourquoi de ce rapprochement? C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on discute avec Topcon, donc qui est un des leaders sur l'ophtalmologie mondialement connu. Dès qu'on a réussi à avoir une solution qui est connectable et ouverte, on a saisi l'opportunité et c'est vrai que depuis qu'on a pu signer ce partenariat, les discussions sont beaucoup plus fluides et le développement s'est très bien passé depuis le lancement. Damien. C'est Tessan qui est venu nous voir en 2018. Jordan était très jeune à l'époque. On a discuté dans les bureaux parisiens et on a vu en eux des jeunes qui avaient du talent et qui avaient l'envie de faire bouger les choses et d'apporter des nouvelles solutions dans l'ophtalmologie. Ils sont revenus nous voir en 2021 et on a à ce moment-là saisi l'intérêt puisqu'il y a une demande mondiale de faire de la téléconsultation, c'est pas uniquement en France. À partir de ce moment-là, nos ingénieurs japonais sont mis en relation avec l'équipe Tessan et ont développé une solution en l'espace de 8 mois. Heureux de ce partenariat? Très heureux de ce partenariat, on est encore aux prémices du partenariat. On a fait nos premières installations cette année et on a beaucoup de nouveaux projets et beaucoup de marchés qu'on va aller attaquer ensemble. Très heureux, d'abord parce que c'est un projet qui est passionnant, apporter un nouveau service aux patients. Et en plus, voilà, l'équipe Tessan est une équipe fort sympathique avec qui il est agréable de travailler. Et je pense qu'on partage les mêmes valeurs qui font qu'on va faire des belles choses ensemble. Est-ce que pour conclure, vous auriez un message à faire passer aux opticiens, aux ophtalmos, aux 3O comme on les appelle, les orthoptistes, les opticiens, les ophtalmos? Alors nous, bien sûr, comme on a pu le faire dans la médecine générale et d'autres médecines de spécialité, notre idée c'est au contraire de rassembler et de connecter les gens et les professionnels de santé entre eux pour avoir un parcours patient le plus fluide possible. Donc notre volonté, c'est bien sûr de connecter ces 3 euros. Effectivement aussi, le Topcon ayant une présence assez importante sur le marché des ophtalmologistes et en des discussions avec nos équipes sur le terrain, on commence à voir un signal fort de la part des ophtalmologistes qui sont ouverts à ce type de collaboration dans la mesure où ça se fait, encore une fois, dans les meilleures conditions pour le patient. Merci à vous deux. Merci Maxime. Merci Maxime.
Fanny Stalmet, je suis opticienne à Antony dans le 92 depuis 19 ans. J'ai exercé pendant 10 ans dans un magasin indépendant très traditionnel et j'ai ouvert mon magasin fin 2015. Vous avez un fournisseur aussi qui va être un peu le sujet du jour qui est Topcon. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire que vous avez avec ce fournisseur? J'ai toujours entendu parler de Topcon et de la fiabilité de ces appareils. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la marque en 2020 quand il y a eu beaucoup de présentations en visio autour de la freination de la myopie et du MIA, l'appareil qui est ici avec nous aujourd'hui. Il m'a semblé que c'était vraiment l'appareil parfait pour moi puisqu'il allie la prise de la longueur axiale pour le suivi de la freination de la myopie chez les enfants et aussi un topographe qui est vraiment de très bonne qualité qui va nous aider dans les adaptations en lentilles, de spécialité évidemment, kératocone et plus particulièrement aussi l'orthocave qu'on pratique dans le cadre de la freination de la myopie. Donc pour moi c'est un appareil qui est tout à fait adapté, polyvalent par rapport à l'usage dont j'ai besoin. Un bon fournisseur, quelles seraient vos attentes aussi par rapport à ce fournisseur pour une bonne relation avec lui? Ce que j'ai beaucoup apprécié par exemple avec Topcon, c'est l'évolution, les mises à jour qui ont été faites depuis qu'on a l'appareil. Là on a l'appareil depuis 3 ans et demi bientôt et il y a vraiment eu des mises à jour avec la prise en compte par exemple des ethnies, des enfants. Topcon a vraiment su améliorer sa solution via un logiciel interne. Merci à vous, les fournisseurs d'équipements, puisque on le sait, c'est la première chose qu'un client voit quand il rentre dans nos magasins. Merci à vous de réfléchir à comment sublimer toujours plus les produits de nos magnifiques fournisseurs qu'on a pu voir dans ce film. Merci à vous de réfléchir et de nous accompagner dans l'agencement de nos magasins au quotidien. Avec 22 visites de fournisseurs d'optique cet été et des dizaines d'heures de tournage, vous l'imaginez, le choix pour monter ces séquences a été cornélien. J'ai dans mon ordinateur encore des dizaines d'heures de vidéos, d'images, de gens qui travaillent avec les mains et surtout avec le cœur. J'ai essayé de vous montrer par ce court film ce que moi je n'avais jamais vu et ce que j'aurais rêvé voir avant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon avis. Appelez vos fournisseurs, demandez-leur des visites. Ce seront les premiers à vous les organiser et vous en ressortirez grandi parce que je reste convaincu d'une chose. Pour vendre un produit, il faut le connaître, il faut le comprendre et il faut l'aimer. Et grâce à ce Tour de France, j'ai pu apprécier l'ensemble des étapes de fabrication d'un produit, de la réflexion au design, à la fabrication, au contrôle qualité, au service après-vente. Je tiens à remercier sincèrement les personnes qui travaillent dans l'ombre de nos magasins et qui nous permettent d'achalander au quotidien nos magasins pour satisfaire toujours plus nos clients. Et je vous encourage vivement à rentrer en contact avec eux, à intégrer vos équipes dans les visites d'usine parce qu'aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de vendre toujours plus leurs produits. Merci beaucoup et à très bientôt.